Bonjour tout le monde et bienvenue ici au studio d'affûtage de Tormek en Suède. On est ici pour la deuxième épisode de nos cours d'affûtage en direct. Je voudrais commencer à vous remercier tous pour tous vos commentaires et toutes les questions qu'on a eues après le cours qu'on avait la semaine dernière. On apprécie vraiment l'engagement, c'est super gai qu'il y a tellement de gens qui apprécient l'affûtage et qui apprécient nos machines. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va affûter des haches et des ciseaux. Et comme c'est en direct, on espère que vous allez poser des questions, que n'hésitez pas de poser des questions. On va essayer de mieux les répondre possible. Si vous sentez qu'on n'a pas bien répondu à vos questions, posez des commentaires par après et on les répond par après en écrit. Pour vous qui ne m'ont pas vu avant, je vais me présenter. Je m'appelle Sébastien et je suis responsable chez Tormek pour plein de pays mondialement, entre autres la France et la Belgique. Et avec moi, comme la semaine dernière, chez Wolfgang, il n'a toujours pas appris à parler français, que s'il parle, il va parler en anglais, mais l'idée c'est que lui va affûter et moi, je vais faire la majorité, je vais parler. Je vais lui laisser se présenter tout rapidement lui-même en anglais. Wolfgang, you may present yourself. Bonjour, I'm Wolfgang and responsible for the markets in Central, South and East Europe. And last but not least, behind the camera, Carl. Bonjour, Carl. Bonjour. Bonjour. He doesn't speak French either, but his bonjour is very good. Bien, alors, avant que je laisse Wolfgang commencer d'affûter, je pensais montrer un peu ce qu'on va travailler avec rapidement. Carl, si tu viens ici. D'abord, c'est un ciseau tout à fait habituel, tout simple. On va affûter celui-là complètement. Ici, on a un ciseau aussi, mais qui arrête, je ne sais pas si on voit ça bien, mais qui arrête un peu plus tôt, comme certains ciseaux. Alors, on va montrer comment on fait pour résoudre ça de la meilleure façon. On va aussi montrer des cisailles. C'est la même théorie pour tous les genres de ciseaux, seulement que les cisailles sont plus grandes, mais on va quand même montrer comment on fait ça. Ensuite, après qu'on a fait les ciseaux et les cisailles, on va faire des haches. Alors, on va affûter une hache tout à fait habituelle. Ici, on a une hache courbée. On va aussi montrer comment on fait pour une hache avec un tranchant qui est droit. On va aussi vous montrer une hache de taillage qui n'est pas tout à fait centrée, comment on peut penser pour la faire pivoter de la façon correcte, finalement. Et ça, c'est le programme pour aujourd'hui. Et on pense affûter environ 45 minutes, 1 heure, c'est l'idée. Avant que Wolfgang commence à affûter, je montre la machine. C'est comme la semaine dernière, la T8 qu'on affûte sur aujourd'hui. C'est notre plus grosse machine, plutôt professionnelle. On a la meule d'origine qui est inclue avec la machine. Et là, sur la meule d'origine, on peut changer le grain entre 220 et 1000 grains. Mais toutes les techniques qu'on montre aujourd'hui sont aussi applicables sur la T4. C'est exactement les mêmes techniques. Bien, je crois que j'ai assez parlé pour le moment et je laisse Wolfgang commencer. The stage is yours, Wolfgang. Okay. So, you want to explain about the angles or? Oui, alors on peut commencer. Je commence à raconter le dispositif qu'on utilise pour le ciseau. Il s'appelle le SVX 150. C'est 2 morceaux. Alors c'est la base et puis là où on coince le ciseau. Et on le met comme ça par au-dessus, comme Wolfgang fait là. Et on le met assez près de la meule, peut-être pas tout à fait au fond, parce que si on vient un peu trop près, le risque c'est qu'on va changer l'angle, qu'on va toucher la meule. On laisse, je ne sais pas, 2 mm peut-être, quelque chose. Mais ce n'est pas grave, si on fait faux, on augmente seulement un peu, ça va aller aussi. Et puis ici, Wolfgang, ici c'est le ciseau tout à fait normal. Alors,
Wolfgang va montrer comment on le coince. C'est très simple de faire. Ce qu'il faut penser, c'est que le tranchant doit être vers l'arrière au commandé, parce que sinon, on aura un mauvais sens, mais vous allez remarquer si vous faites faux. Ce qui est important aussi, alors vous coincez d'abord le premier bouton, le petit, et puis le grand. Et ce n'est pas nécessaire de coincer le deuxième. C'est surtout pour les plus grands outils comme le cisaille, par exemple. Parfois, on peut essayer de le coincer dans le deux, même si c'est petit, pour diminuer les vibrations un peu. Et si jamais vous n'arrivez pas de coincer dans le deuxième, vous fermez quand même le deuxième complètement, seulement pour que ça fait moins de bruit. Parfait. Ce qui est important de penser quand vous coincez les ciseaux, c'est que vous avez plus que 90 degrés. Si vous voyez ici, on a plus que 90 degrés, parce que si on l'aurait coincé comme ça, ce morceau-là toucherait la meule, que c'est important de l'ouvrir plus que 90 degrés. Bien. Puis alors, pour mesurer l'angle, on a quelques variantes différentes ici. Ça, c'est notre VM200, et alors on peut décider l'angle qu'on veut. Souvent, l'angle de ciseau est environ 60 degrés, est très, très habituel pour le ciseau. Mais ce qu'on fait alors, si on veut utiliser le positionneur angle, qu'on le met à 60 degrés, et puis ce morceau-là, c'est dépendant de la taille de la meule. Alors, je ne sais pas si Carl sait venir ici. Alors là, c'est la taille de la meule. On voit la taille ici. Alors, sur la grande machine, elle a 250 au début. Maintenant, elle est peut-être à 245. Et alors, Wolfgang ajuste ça, parce que le plus qu'on utilise la meule, le plus qu'elle va rétrécir. Et comme je crois que j'ai expliqué la fois dernière, en fait, c'est que le tranchant, ce qui décide le tranchant, c'est la distance entre le centre, le biseau et le support universel. Et ça, ou Pythagore, je crois qu'on appelle ça en français les maths, mais c'est ça que ça nous aide à montrer. Alors, il place le ciseau comme ça, et puis ici, il essaye de mesurer, si vous voyez, sur l'intérieur du ciseau, là. Et alors, on veut qu'un morceau touche la meule et un morceau touche le ciseau. Ceci, ça peut être un peu compliqué parfois, vu qu'on n'a pas tellement, on ne voit pas tellement du ciseau. Alors, on a une petite astuce qui peut faciliter toute l'histoire, ou sinon, c'est que si jamais celui-ci, cet angle-là, est exactement 10 degrés, alors vous pouvez mesurer directement, vous pouvez mesurer directement sur la base ici. Alors, si vous voulez 60 degrés, c'est que vous ajoutez seulement 10 degrés, car on a 70 là, ou 70, on dit en français peut-être. Alors, on a 70 degrés là, et on mesure directement sur la base. Et ça le rend nettement plus simple. Et la même chose là, un morceau du plastique qui touche la meule et l'autre qui touche la plaque. Parfait. Alors là, si on voulait avoir 60 degrés, on mettait 70 degrés sur la base. Et puis troisièmement, ce qui je trouve peut-être que la meilleure solution, c'est d'essayer de reproduire le même angle qu'on a d'habitude. Et alors, c'est avec le marqueur noir. Alors, vous taillez le biseau, et puis vous faites en sorte que le marqueur noir prend également sur tous les biseaux. Et même si vous avez mis un certain angle, c'est le même comme sur le couteau, ça vous donne aussi une réponse directe que vous affûtez correctement et que vous arrivez vraiment de prendre tous les biseaux. Que je recommande le marqueur noir en toutes les situations. Je ne vois pas. Alors, vous voyez là, il prend tout à travers de tout le tranchant, ça veut dire qu'il est sur le bon angle. Et alors, c'est seulement de s'y mettre, d'affûter. Il met en marche la machine. Et alors, comme la meule tourne vers le dispositif, ça va faire que la meule pousse le ciseau vers la plaque ici.
Ça fait que c'est assez stable. Et la seule chose que vous avez besoin de penser à, c'est quand vous venez vers la pointe, vous soulevez un peu, comme vous voyez que Wolfgang fait. En fait, c'est la même théorie qui est sur le couteau. Si vous vous souvenez de la première épisode, on soulevait pour arriver de bien prendre la pointe. Parfois, ça peut faire un bruit assez dérangeant, et c'est seulement parce que l'angle est tellement aigu. Alors, vous voyez ici, il a pris tout le chemin parfaitement, sauf la pointe. Il manque un tout petit peu sur la pointe là. Et c'est ça l'avantage avec le marqueur noir, il voit directement où il a affûté et où il a raté. Là, vous voyez, il a fait un bon travail. Alors, le premier biseau est fait du ciseau. Alors, vous relâchez seulement et vous retournez le ciseau et vous pensez d'avoir le biseau vers l'intérieur du dispositif de nouveau. Il faut dire, il est très simple, le dispositif. Il est facile à utiliser et on n'a pas besoin de beaucoup d'entraînement pour s'y mettre. Et puis, prends le deuxième biseau. Non, le son n'est pas si mal, mais parfois avec certains angles, ça va faire beaucoup de bruit, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est rien à s'inquiéter. Je laisse Wolfgang affûter un peu. Bien, il a fait un bon travail. Ça va bien d'utiliser toutes les meules différentes de chez Tormek pour affûter le ciseau. Je vous recommande d'être un peu plus prudent si vous utilisez les meules diamant parce que c'est un angle très agressif et là ça peut parfois casser les diamants, surtout quand ils sont tout nouveaux, ils sont un peu agressifs. Quand vous faites du ciseau, je préfère peut-être un autre outil ou une autre meule que la meule de diamant. Ici, on a le deuxième ciseau alors. Alors, si vous voyez ici, le biseau ne rentre pas tout le chemin jusqu'au coin là. Et alors, on n'a pas besoin d'affûter plus loin que jusque là. Mais comme on ne voit pas ça de l'autre sens, oui. Si on fait une petite ligne noire en arrière, on sait où arrêter quand on affûte. Ça, c'est aussi un bon petit astuce quand on affûte. Parce que ce n'est pas nécessaire d'affûter plus loin que ça. Si le biseau s'arrête là, on affûte seulement jusque-là et c'est bon. Parfait. Je pensais... Alors, on parlait beaucoup la semaine dernière du morphile. Et alors, on parlait que c'est important d'enlever le morphile et tout ça. Les ciseaux, c'est un des peu d'outils où le morphile nous aide. Le morphile fait que ça attache le matériel qu'on veut couper. On veut qu'il reste du morphile. Peut-être qu'on a affûté un peu trop de morphile, qu'on veut enlever juste un tout petit peu. Il n'y a jamais besoin de démorphiler sur le disque de démorphilage. Ce qu'on peut faire, c'est soit comme Wolfgang fait ici, il coince les deux morceaux et il coupe seulement. Comme ça, il enlève un peu de morphile. Ou vous prenez un morceau de bois avec les fibres, les lignes de fibres, et vous tirez seulement une ou deux fois. Comme ça, vous enlevez seulement le pire de morphile, mais il vous reste toujours un peu de morphile qui vous aide d'attraper le tissu ou le papier que vous allez couper. On va voir si Wolfgang a bien fait son travail aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a pas de déchirure, rien du tout. Ça veut dire que ouais, ça coupe vraiment bien. Bon travail, Wolfgang. You understand that? Yeah. Yeah. Si. Il progresse en français pour chaque épisode. Il y a une petite question ici. Comment est-on sûr de positionner la deuxième lame parfaitement?
normalement, si on l'a positionné correctement la première fois, ça va être correct du deuxième côté aussi. Ce que vous pouvez faire, ou sinon si vous êtes insure, c'est seulement de prendre le marqueur noir et vous marquez les deux biseaux. Et puis alors quand vous le raccrochez, vous mesurez une deuxième fois pour voir que vous prenez également sur le deuxième biseau aussi. Quel grain pour la pierre? Oui, ça va parfaitement sur 1000 grains. Si vous avez vraiment plein de déchirures, vous pouvez descendre jusqu'aux 220 grains avec le prépare-meule et le faire un peu plus fin d'abord. Ça suffit plus qu'assez 1000 grains, je dirais, pour un ciseau normal. On reçoit souvent des questions sur les ciseaux de coiffeur. Est-ce qu'on sait affûter les ciseaux de coiffeur sur Tormek et tout ça? On ne le recommande pas pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont très très chers, que si ça se casse, ça va vous coûter. Deuxièmement, ça doit être très très fin. C'est aussi, ils ont souvent de formes complexes. Ils ont l'air différents, tous les ciseaux différents de coiffeur, qu'on ne le recommande pas. Mais je sais pas mal de gens qui le font, et si vous allez essayer ou si vous voulez le faire, alors on recommande la meule japonaise, qui est 4000 grains. Pour le ciseau de coiffeur, si vous voulez tenter ça, alors je recommande la meule japonaise, qui est une meule de polissage à 4000 grains. Et c'est très très important pour les ciseaux qu'on coupe de cheveux qui sont vraiment parfaitement faits, parce que sinon ça fait mal quand on essaie de couper. Bien. Left hand. Oui, alors, ici c'est des ciseaux de droitier. Si on a des ciseaux de gaucher, ils sont, le biseau est de l'autre côté, on peut dire. La plupart des ciseaux de gaucher, on peut défaire. Si vous voyez ici, il y a une vis, maintenant c'est un ciseau de droitier, mais alors vous pouvez défaire. Et alors ça va très bien, vous faites de la même façon comme vous faisiez de là-haut. Mais s'ils ne vont pas de défaire, on a le problème qu'on va toucher tout ici sur l'intérieur de la machine. Que si vous avez le ciseau de gaucher qui ne vont pas de défaire, ce que vous devez faire, c'est de prendre la barre par ici, hop, et de faire de ce sens-ci. Et ça va, ça marche très bien. Ce qui est un peu plus compliqué, comme j'expliquais avant, quand la meule poussait le dispositif vers la plaque, ça le faisait plus stable. Ici, ça va tirer, ça va essayer de faire que vous devez mettre plus de pression si vous faites le ciseau de gaucher de cette position-ci, parce que ça va essayer ça va le faire tirer vers le haut. C'est préférable de le faire par au-dessus, mais si vous avez des ciseaux de gaucher qui ne vont pas de défaire, ça va très bien de ce côté-ci aussi. Bien, et puis on a les cisailles alors. Et en fait, les cisailles, c'est exactement la même théorie. On va peut-être remonter ici. J'assiste Wolfgang ici, je ne sais pas. Comme ça. Or you can take them apart. Oui, certains cisailles aussi, vous pouvez défaire, que vous pouvez faire un à la fois. Mais comme avec ces cisailles ici, ce n'est pas nécessaire. Alors vous le coincez, alors vous utilisez les deux, vu que c'est un plus grand outil, mais sinon c'est un ciseau. Et je peux vous recommander d'essayer de faire, vous faites avec le marqueur noir ou avec le positionneur angle, c'est comme vous voulez. Mais les cisailles, c'est vraiment quelque chose que je peux recommander. Moi, j'ai hérité une vieille paire de cisailles quand j'ai acheté la maison. Et, je ne crois pas que les gens savent combien ils sont émoussés souvent les cisailles. Et ça donne vraiment une différence énorme. Et ce qu'il fait ici, alors Wolfgang, il reproduit le même angle que vous avez d'origine. Alors, François, quel grain pour la pierre? Oui, finissez avec les 1000 grains, je dirais, pour un ciseau.
Bruno demande, est-ce qu'on peut utiliser la meule Blackstone pour le ciseau? Ça va très bien d'utiliser la meule Blackstone aussi. Les grains sont interchangeables sur la Blackstone aussi. Vous pouvez aller entre les 220 et les 1000 grains aussi. Pendant que je parle, Wolfgang essaie de trouver l'angle. Well, it's very, very flat. Oui, c'est un angle très plat, il dit. Les vieilles cisailles qu'on a trouvées, je ne sais pas où. Alors là, vous voyez, il a trouvé le bon angle. Et là, c'est seulement de s'y mettre de la même façon. Just start the machine. Et ici aussi, ouais, vous voyez, ça ne va pas tout le chemin. Alors, il met une petite ligne noire comme ça pour savoir où arrêter. Et la seule différence ici, c'est seulement que ça, comme ça, c'est une plus grande surface, c'est un plus grand outil, ça peut être un peu moins stable. Mais c'est seulement c'est exactement la même façon d'affûter aussi, non? Bien. Je ne crois pas que c'est nécessaire qu'on affûte tous les cisailles. I think it's good. Vous avez vu là la théorie. A little more here. It's a bit more hollow, but it's perfect. Il aime bien finir ses outils, Wolfgang. Et vous voyez, c'est exactement la même technique qui est sur le ciseau, mais en plus grand. Bon. It's perfect. It's just more hollow. Ouais. We have to take Ouais, c'est un peu. On l'a jamais affûté ici, et alors c'est un peu plus creusé que sinon. Vous savez la question avec la meule Blackstone, pour le cisaille par exemple, la Blackstone est pas mal, ça irait plus vite parce que c'est de l'acier plus dur et c'est plus de matière que vous enlevez. Good. Je vais voir s'il y a plus de questions, sinon on va continuer vers les haches. Alors, on va voir François écrit. Sébastien, de mon côté, afin d'enlever le minimum pour démortifier les ciseaux lors de la fermeture, je place de l'huile sur l'arête vive d'un des lames et ferme les ciseaux par la suite et j'essuie. Oui, c'est une bonne solution aussi. Alors, vous fermez comme nous on fait, mais avec de l'huile. C'est bien que vous partagez vos connaissances entre vous aussi. C'est ça notre communauté. Bien. On continue avec les haches. Access. Alors ceci c'est une hache suédoise, toute hache de bois. On a notre dispositif, le SVA170. C'est un dispositif tout simple, mais il est très bien, c'est facile d'utiliser. Et je dirais que c'est un des dispositifs les plus simples et les plus faciles à utiliser. Et les haches, vous avez vraiment un bon résultat avec. Oui, alors, ici, dépendamment de l'hache, combien elle est grosse, vous n'avez pas besoin de la coincer tout le chemin à l'intérieur. Vous la mettez seulement au plat, le long du dispositif, et vous la poussez jusqu'à ce que ça s'arrête. Que si vous avez une hache qui est beaucoup plus large, vous pouvez vous arrêter même ici, ça va coincer là et c'est aucun problème. Si vous avez des haches qui sont encore plus larges, vous pouvez, avec un outil, essayer d'ouvrir un peu l'ouverture, ça se permet de l'ouvrir encore un peu. Mais l'important, c'est de le mettre à plat là, et quand ça s'arrête, là, on est bon. Alors vous voyez, on peut faire aussi des encore plus petites haches, mais aussi de beaucoup plus grosses haches. Too much. Ouais. Il a été un peu haut là, Wolfgang. Too optimistic. Et alors ici, il y a aussi plusieurs solutions pour voir, pour trouver l'angle. Soit vous pouvez mesurer l'angle avec le positionneur d'angle qu'on avait avant. Alors le positionneur d'angle, il marche pour tous les outils différents.
Alors vous qui vous souvenez, la semaine dernière, quand on mesurait l'angle sur le couteau où la lame était très fine, on mesurait la moitié, on mesurait sur le dos et on mesurait la moitié. Ici, on mesure directement sur le biseau, alors l'angle qu'on met là va être l'angle entier. Alors ici, Wolfgang, It's not exactly 80, 40, it's a little bit below. il dit que ce n'est pas tout à fait 40, mais à peu près 40. Try. Alors vous le placez dans le dispositif. Oh, I take this one. Et puis vous mettez un morceau sur la meule et Parfait. un morceau sur le biseau, comme Wolfgang fait là. Et il a eu la chance, ou il a bien fait ça, c'est comme vous choisissez, mais il est parfaitement sur l'angle. C'est qu'on voit parfois, maintenant c'est plutôt évident, comme vous ne pouvez pas toucher le biseau, mais parfois on voit des gens mesurer. C'est très important qu'un morceau de plastique touche toujours la meule pour donner la bonne corrélation, que vous avez le bon angle. Bien, c'est comme ça que vous utilisez le positionneur angle. Ou sinon, vous faites le marqueur noir, vous essayez de reproduire le même angle directement. Ce qui peut être bien de dire, c'est que maintenant on a affûté l'hache ici. Mais si vous avez une toute nouvelle hache, ils sont faits par des forgerons à main souvent. Si vous affûtez, vous allez peut-être pas prendre également partout. Vous allez seulement prendre un peu ici ou un peu ici. Mais ce n'est pas votre faute, c'est l'outil qui n'est pas égal la première fois. Que la première fois, soyez pas inquiet si jamais ça ne prend pas également, vous devez construire votre nouveau tranchant, comme on dit. Mais ici, l'hache a déjà été affûtée une fois, que ça devrait aller plus vite. Alors vous tirez seulement la meule et vous essayez de voir que ça prend partout. Alors vous voyez, ça prend un peu trop haut là pour Wolfgang. Il faut qu'il ajuste un peu. Encore un peu, il augmente. Et comme avec tout chez Tormek, c'est bien de mettre un peu de temps pour trouver les bons réglages du début, parce que vous allez épargner du temps. Parce que si vous ratez quand vous mettez les réglages, vous allez avoir besoin d'affûter beaucoup plus. Vous voyez là, maintenant il prend également sur tout le biseau, alors il est bon pour partir. Il ferme là et on s'y met. Alors ici c'est une hache courbée. Il met sa main là pour bien stabiliser. Et puis quand c'est l'hache courbée, ce qu'on fait, c'est qu'on soulève et on baisse seulement le poignet de l'hache. Et c'est comme ça qu'on affûte. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est qu'on essaie de travailler un peu tout le long de la meule. Ça va aller si on est seulement sur un point aussi, mais alors vous allez creuser la meule assez fort. Si vous arrivez d'utiliser toute la meule, vous allez moins la creuser, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de la redresser aussi souvent. Mais souvent, je recommande, si vous avez fait des haches et puis vous passez à des couteaux par après, redresser la meule avec le TT50 pour être sûr qu'elle est bien droite de nouveau. Alors vous voyez, il va un peu aller-retour, mais surtout, il soulève et il baisse la manche de l'hache. Si vous voyez ici, il a pris tout le chemin, sauf au bord de deux côtés. Il a un peu un marqueur noir qui reste. Et comme je l'ai dit avant, c'est ça l'avantage avec le marqueur noir, que ça, vous voyez exactement où vous avez affûté et où vous n'avez pas affûté. Je fais le petit dernier. Parfois, on a des questions sur quel est le bon angle des haches. Et ça dépend tout à fait quelle matière, quel métal et tout ça. Mais on dit souvent qu'il y a des haches de taillage, on dit environ 25-30 degrés, et des haches de bûcheron environ 30 à 40 degrés. Mais ça dépend évidemment de ce que vous allez faire avec les haches. Mais aussi, maintenant il a
retournez l'âche et il fait la même chose de l'autre côté. Exactement la même façon. Alors, vous voyez, il soulève et il baisse le poignet de l'âche. Encore un peu. Ici aussi, ça va très bien avec la meule d'origine. On peut avoir la meule Blackstone aussi. Si c'est un acier plus dur, ça va plus vite avec la meule Blackstone, mais ça va déjà la meule d'origine, elle va très bien pour la vaste majorité d'outils. Alors il essaie de sentir ici pour voir s'il trouve de morphine. Do you find? Yep. Parfait. Alors il est satisfait. Alors on passe au cuir pour le démorphilage. Oui. Souvenez-vous de faire en contresens, non pas faire en contresens, de le faire avec vous, parce que si vous le faites en contresens, vous allez couper le cuir. Peut-être un peu de pâte à polir. I start here from behind. Ouais. Where the Alors, sur tous burr les, is in sur here. tous les outils, ce qu'on essaie de faire, il a fini d'affûter, il a fini d'affûter dans ce sens-là. Ça fait que le morphile se trouve ici. Alors, il commence de démorphiler là où le morphile, le côté inverse où le morphile se trouve. Et ça, c'est pour essayer d'enlever le morphile le plus prudemment possible. Parce que si on arrache le morphile rapidement, on risque de créer une déchirure. Le plus prudemment que vous enlevez le morphile, le plus beau tranchant vous avez. Et ça, c'est la même théorie pour des haches, pour des ciseaux, pour des gouges, qu'est-ce que vous voulez. Et alors ici, il fait à main levée, c'est assez simple. Vous la mettez seulement droite, et puis vous voyez que la pâte monte quand vous avez bien trouvé, et vous entendez aussi sur le bruit si vous êtes bien sur le tranchant. Mais comme je dis, le cuir, c'est un matériel vivant que vous n'allez pas, même si vous allez un peu trop dessus, vous n'allez pas gâcher le biseau. Et vous voyez, n'ayez pas peur de mettre un peu de pression, hein, parce que c'est important de vraiment enlever le démorphilage. Le morphile, je vois souvent les gens qui n'osent pas vraiment mettre la pression quand ils démorphilent, et c'est pas un problème. Osez de mettre un peu. Vous voyez aussi Wolfgang met son doigt sur le disque de démorphilage sur le côté. Elle ne va pas vous mordre la machine. C'est une bonne façon de stabiliser un peu quand on démorphile aussi. Et maintenant, c'est bien sûr, c'est la question, c'est que vous allez utiliser l'âche pour. Combien, c'est toujours mieux. Les tranchants vont durer plus longtemps et ça va couper mieux le plus que vous démorphilez. Si vous allez aller couper dans le bois seulement, vous n'avez peut-être pas besoin de démorphiler parfaitement. Mais maintenant, je crois que Wolfgang veut bien essayer de vous impressionner avant qu'il démorphile avec plein d'amour. Et vous voyez là, il a un beau tranchant qui brille aussi d'une belle façon avec la pâte à polir là qui. Et maintenant, on va essayer de faire un peu le petit test. Do you think you will pass the test, Wolfgang? I think so. So do I. Alors, on peut essayer, oui, on peut couper dans un papier. Ici, maintenant, Wolfgang va essayer de. Vous voyez, ouais. Ça coupe. Vous voyez, si on sait couper le papier, je crois que vous allez essayer de faire, vous allez pouvoir faire la plupart des choses. Et comme vous voyez aussi, ce n'est pas un angle extrêmement aigu, il est à 38 degrés au change. Ça coupe vraiment bien. Bien, on
continue peut-être. Alors ça, c'était l'âche courbé. Vous vous souvenez, il soulevait et il baissait le poignet de l'âche. Si vous avez une hache qui est tout droite, on va montrer comment faire. Maintenant, il est un tout petit peu courbé vers l'intérieur, mais ce que vous faites maintenant, quand il est tout droit, comme ça, vous tirez seulement aller-retour. Avant, vous soulevez le poignet, maintenant, vous tirez seulement aller-retour, tout le dispositif. Mais c'est la même avec le VM200 ou avec le marqueur noir, vous trouvez l'angle et puis vous tirez aller-retour. C'est très simple. Ce qu'on pourrait peut-être montrer, c'est si vous avez une hache courbée comme celle-ci, parfois le disque de démorphilage peut être dans le chemin. Quand vous soulevez, vous baissez. Alors vous pouvez seulement enlever le disque de démorphilage et comme ça vous avez plus d'espace pour affûter. C'est un petit truc tout simple et c'est vraiment simple de l'enlever, de le mettre. Parfait. Et puis ici on a une quatrième hache. Alors si vous voyez ici le centre, il faut essayer de trouver le centre de l'hache. Alors pour avoir un biseau qui est parallèle tout le chemin, vous essayez de tirer une ligne du milieu jusqu'où. Alors c'est là quelque part. Vous coincez l'hache comme ça pour que ça pivote d'une façon correcte. Et quand vous avez trouvé le centre, vous pivotez seulement comme ça, comme Wolfgang vous montre, et vous utilisez toute la meule. Bien, parfait. On va voir si on a des questions. Comment déterminer... Alors, on va voir d'abord. Bruno, les dispositifs SVX 150, la partie plate s'use avec le frottement. Avez-vous une astuce pour cela? Malheureusement, je devine que c'est ça que vous voulez dire qui s'use. Non, il n'y a pas vraiment une astuce. Ce qui est important, ce qui fait que ça s'use souvent, c'est que vous avez des petits... du métal qui se met dessus. Et puis alors, quand vous tirez la plaque en métal, vous allez griffer là. Ce que je recommande, c'est de bien la nettoyer entre chaque utilisage, comme ça va durer plus longtemps. Mais une fois, je crois qu'on peut l'enlever. Une fois qu'elle est vraiment trop usée, j'essaierai de l'enlever complètement. Et peut-être essayer de trouver, je ne sais pas, du tape ou quelque chose dans le genre, ou un film qui ressemble. Keep it clean. Ouais. Or just a little stearine from a candle or so. Ouais, also good. La stéarine d'une bougie, c'était une proposition de Wolfgang. Oui. J'essaie de ne pas tout gâcher ici. Sébastien, comment déterminer un angle de l'hache si l'affûtage précédent a été fait n'importe comment? Oui, ça peut être un peu difficile. Vous voulez dire, alors s'il n'y a pas de biseau du tout sur... alors ce que vous pouvez faire, ça ne va pas être exact, mais alors vous prenez avec le VM200, je ferai, et j'essaierai de trouver à peu près 30 degrés ou 40 degrés, ce que je veux, et je mesure là où si on ferait semblant, si on enlèverait ça, alors je mesurerai là et j'essaierai de trouver 35 degrés peut-être, et puis je ferai un premier tranchant. Et ce qu'on peut faire par après, alors, quand vous avez fait le tranchant, le VM200 ici. Alors, avec le dispositif ici, vous pouvez aussi mesurer quel tranchant vous avez. Et maintenant, si j'ai réglé l'angle, je peux faire ça, mais si je relâche celui-là, et quand vous avez fait le tranchant et je le mets dessus, c'est aussi une manière de mesurer l'angle. Et comme ça, vous allez savoir quel angle vous avez fait. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais mesuré l'angle sur l'hache, j'aurais essayé de mettre 35 degrés. Quand j'avais marqué le biseau, quand j'avais fait mon biseau, j'aurais lâché celui-là, remesuré pour voir quel angle j'ai trouvé. J'espère que vous avez compris, Sébastien.
Oui, alors 25 ou 40 suivant l'usage. Oui, j'ai dit de 25 à 30, c'est si vous allez tailler. Maintenant, quand il y a beaucoup de gens qui font comment on dit ça, de cuillères en bois et tout ça, là, c'est plutôt vers les 25 degrés. Si vous allez couper de bois dans le bois, plutôt vers les 40 degrés. Ça dépend fort ce que vous allez faire avec vos outils. Oui, c'est que je pourrais raconter aussi des haches. Comme j'ai dit, avec ce dispositif-là, vous pouvez avoir même des haches assez larges. Ça marche très bien. Mais parfois, il y a certaines haches qui sont soit extrêmement larges, ou soit vous avez des haches qui sont, ouais, je ne sais pas comment je vais montrer ça, mais qui a des haches de deux côtés, qui ont l'air comme ça. Et alors, ça ne va pas aller de les coincer dans le dispositif. C'est que je recommande pour des gens d'haches comme ça, c'est le SVD 110. Et là, vous faites seulement avec le marqueur noir ou avec le VM200. Et vous placez seulement l'hache comme ça. Et si vous avez une droite, vous essayez de tirer aller-retour. Si c'est encore plus simple, si vous avez une courbée, alors vous tournez aller-retour comme ça. Mais ça, c'est seulement pour les haches extrêmes. Ça peut être aussi, il y a de toutes grosses haches qui sont très longues comme ça. Et alors, ça peut être la solution. Ou sinon, si vous pouvez utiliser l'autre dispositif aussi, mais alors vous devez acheter notre support universel prolongé qui a de jambes plus longues, vous pouvez venir plus haut, qui a des solutions pour plus ou moins tous les haches différentes. Bien, je vais voir si on a encore des questions, ou si tout est très clair ou pas clair du tout. Peut-on utiliser la meule diamant pour faire ce travail d'affûtage? Daniel demande. Oui, ça va très bien avec les meules diamant. L'avantage, surtout avec les haches, c'est que vous n'allez pas creuser la meule, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de redresser la meule. Ça va bien avec les ciseaux aussi, mais soyez prudent, comme l'angle est très grave, et surtout quand les meules diamant sont nouvelles. Quand les meules diamant viennent toutes nouvelles, ils sont très agressifs, les grains sont très agressifs, que vous avez besoin d'une petite période de rodage où vous, comment on explique ça, où vous arrondissez les cristaux de diamant. Que je ne ferai pas si c'est une toute nouvelle meule de diamant, je ne mettrai pas un ciseau au premier outil, je ferai un peu de rodage avec des ciseaux. Et avec les meules de diamant aussi, pas mettre de pression, parce que sur les pierres normales ou les meules en pierre, vous pouvez mettre de pression et ça va aller plus vite. Là, vous ne pouvez pas mettre de pression parce que vous risquez d'arracher le diamant, mais aussi, ça ne fait pas l'affûtage plus efficace quand on met la pression sur le meule diamant. Qu'il n'y ait pas de pression sur le meule diamant, mais sinon, tout va très bien avec les meules de diamant aussi. On va voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des questions comme ça direct? Sinon, je crois qu'on commence à se rapprocher de la fin. J'attends 1 minute ou 2. Oui, ça on peut expliquer aussi. Tout à fait. Alors, parfois, il y a des gens qui veulent une hache convexe. Alors, convexe, ça veut dire que ça a l'air comme ça, c'est arrondi. Et on a souvent la question, quand on n'a pas la question du spectateur, c'est Wolfgang qui pose la question, c'est bien. Alors on a 2 solutions différentes. Si on veut avoir une hache convexe, c'est qu'on fait plutôt plusieurs tranchants. Car vous affûtez dans un angle, puis vous tournez le micro-réglage un tour, vous affûtez de nouveau, vous tournez le micro-réglage encore un tour et vous affûtez de nouveau. Comme ça, vous allez avoir d'une façon plusieurs tranchants, mais ça va créer un tranchant convexe. Soit, c'est un peu plus à main levée, c'est un peu plus d'entraînement, on pourrait dire. Mais you can show the movement again. It's just different heights. The freehand. Oh, the freehand, version yeah. I was thinking.
you can totally free without anything, or I prefer, for example, like this. Then you can a little bit more outside, more comfortable. Alors ici, si vous pouvez, c'est la même façon. Ici, c'est une autre manière de faire l'arche convexe, c'est que vous la tirez à le retour. Ça va vous donner aussi un tranchant convexe. So then you shape. Et ouais, il y a plein de préférences différentes, mais c'est possible de faire un tranchant convexe aussi. Alors, on va voir. Est-ce qu'on peut utiliser des meules diamants sur fer carbure? Oui, tout à fait. Les meules diamants sont très très durs. On peut même faire de couteaux céramiques sur les meules diamants. C'est la matière la plus dure qu'on a. Marc demande, est-ce que vous avez prévu des autres émissions de montrer l'aiguisage des mèches? Oui, on va faire plein d'épisodes. Toute l'idée, c'est qu'on va faire, on fait en 4 langues différentes, et on va faire des épisodes dans l'avenir. On est venu le plus loin en suédois. Alors, je crois qu'on est sur épisode 7, là. Ici, c'est seulement épisode 2 en français. Épisode 3 va être sur le ciseau à bois. 4, je ne me souviens pas, mais si vous regardez, par exemple en anglais, vous allez voir les épisodes qui vont venir en français par après. Épisode 2 en anglais, ça va être le même sujet qu'épisode 2 en anglais, etc. Mehdi demande si on organise des stages en France. Oui, on a un importateur en France, MFLS Forésienne, qui font des stages ou parfois des portes ouvertes, parfois des cours d'affûtage. Moi, je suis aussi en France parfois, ou assez souvent, dans des circonstances normales. Maintenant, dû à la situation qui est maintenant, je ne peux pas voyager. J'essaie de faire des stages ici en Suède, par contre. Mais l'idée, c'est que quand les choses retournent au normal, on va commencer à voyager et essayer de faire de cours d'affûtage et des stages en France aussi. Quel est l'intérêt, Marc demande, des meules diamantées? Alors l'intérêt des meules diamantées, ici on a une meule diamantée. Premièrement, les diamants c'est le plus dur qu'on a. Ça fait que c'est très efficace pour l'affûtage. Un autre avantage aussi, c'est que ça va toujours rester le même diamètre. Que si vous changez entre les meules différentes, la fine ou la extra fine, entre les grains différents, vous n'allez jamais besoin de réinstaller tous les dispositifs, c'est toujours le même diamètre. Vous allez aussi jamais avoir besoin vous n'allez jamais creuser la meule, ce qui fait que vous n'avez jamais besoin de redresser la meule, ce qui est très avantageux pour, par exemple, les tourneurs et tout ça, où les gouges ont une tendance de fort creuser les meules. Un autre avantage, c'est qu'on a du diamant ici sur l'extérieur aussi. Ça fait qu'on peut affûter avec notre dispositif de MB100. On peut aussi affûter sur l'extérieur des meules. Et alors, toujours quand on affûte sur la meule, ici, ça va toujours être une certaine concavité. Et ici, on peut éviter cette concavité-là et l'avoir tout à fait droit. C'est une question de philosophie, mais ici, on a la possibilité aussi. La meule d'origine très polyvalente, marche pour la plupart des choses, mais si vous avez des aciers très durs, c'est plus efficace avec la meule de diamant. Et pour certaines utilisations, si vous avez fait, par exemple, pour le tourneur, la meule diamant, c'est vraiment une grosse différence. Aussi, ce qu'on peut dire, on peut aussi affûter à sec avec les meules diamant. On recommande avec l'eau pour pas qu'il y ait plein de poussière. Mais les meules diamant, oui, ça dépend de l'utilisage, mais pour quelqu'un qui commence avec Tormek, la meule d'origine, c'est un très bon début. On peut faire quasiment tous les outils. Mais si on veut avancer, si on sait qu'on est un tourneur et on fait très beaucoup d'outils, il y a beaucoup d'avantages avec les meules diamants aussi. Daniel dit, pour ma part, j'affûte les plaquettes carbure d'usinage avec la meule diamant. C'est top. Merci Daniel. Oui, ça va plus vite, c'est plus efficace les diamants que les meules d'origine. Bien. Alors, si vous avez encore des questions,
N'hésitez pas à le poser ci-dessous sur le commentaire. Je vais répondre par après. Le temps passe vite quand on s'amuse. Wolfgang s'est amusé. Il adore Absolument. affûter. Et j'espère que vous vous êtes bien amusé à la maison aussi. Et avec un peu de chance, vous avez peut-être appris quelque chose de nouveau aussi. Merci Wolfgang. Merci Karl. Et surtout, merci à vous, tous les spectateurs. On apprécie très fort que vous preniez votre temps et que vous nous suivez. Je dis, entre-temps, prenez soin de vous et à la prochaine fois. Merci.